Une entrée par effraction, suivie d'un meurtre. Cela ressemble à une exécution. Mais un examen plus approfondi des preuves médico-légales révèle la vérité. Une enfant est témoin d'un meurtre atroce. C'était mon oncle. Une fillette désigne son oncle comme le meurtrier. Affaire classée. Quelques années plus tard, l'enfant se rétracte, mais le tribunal ne relâche pas son suspect. Même les résultats ADN ne suffiront pas à l'innocenter. Ils veulent que je leur livre le tueur sur un plateau d'argent? Très bien. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour un nouvel épisode de nos enquêtes impossibles. Si vous êtes un fidèle de cette série, ce que j'espère bien sûr, vous aurez constaté que pour confondre un suspect, les enquêteurs déploient des trésors d'ingéniosité pour recueillir des preuves matérielles. Le procureur l'exige pour argumenter sa plaidoirie, et les membres du jury refusent de prononcer un verdict si un doute raisonnable subsiste. Et dans ce sens, l'affaire que je vous propose de suivre maintenant est atypique. Car c'est précisément l'absence de preuves médico-légales qui va permettre à la police d'identifier l'auteur d'un crime odieux. Leslie Vaughn est l'un des meilleurs avocats de San Antonio, au Texas. Leslie était accro à son boulot. Il était du genre à se mettre en quatre pour que tout soit parfait. Leslie était un perfectionniste. Un vrai. En tant qu'avocat de la défense, Vaughn a parfois affaire à des clients peu recommandables. Il avait des clients qui se livraient au trafic de stupéfiants. Il avait également des clients qui disaient appartenir à différents réseaux de crime organisé. L'épouse de Leslie est infirmière. La nuit du 10 novembre 1998, elle est en service à l'hôpital. Ce soir-là, Leslie et ses deux fils sont à la maison. Vers 1h30 du matin, Brian, 16 ans, entend une détonation en provenance de la chambre de son père. Il essaie d'entrer dans la chambre, mais la porte est fermée à clé. Il a entendu des gargouillements ou des halètements. Il ne pouvait pas entrer dans la chambre de son père. Il était très inquiet. Affolé, Brian appelle la police. Après avoir passé cet appel, Brian emmène son frère de 11 ans chez les voisins. Il leur a dit qu'il y avait peut-être un intrus dans la maison et qu'il avait fait sortir son frère pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Lorsque les ambulanciers arrivent sur les lieux, ils enfoncent la porte de la chambre. Ils retrouvent le corps sans vie de Leslie Vaughn. Il a reçu une balle dans la tête. Ils trouvent une grosse pierre par terre et la fenêtre de la chambre est cassée. L'assassin a dû entrer par là. La porte-fenêtre s'ouvre sur un balcon. Il y avait un trou béant dans l'une des vitres. Quelqu'un avait projeté une pierre à travers la vitre. Le trou était assez grand pour laisser passer un adulte. Donc l'assassin avait dû entrer et ressortir par là. J'ai su tout de suite qu'il s'agissait de la scène de crime. On trouve une douille par terre. La balle est allée se loger dans l'oreiller de Vaughn. La balle avait 6 rayures avec pas à droite, ce qui correspondait à un Smith & Wesson 9 mm semi-automatique. Mais le mobile du meurtre reste flou. La télévision était allumée. La télécommande était intacte. Visiblement, personne n'avait fouillé les tiroirs à la recherche de bijoux ou d'argent. Bref, rien ne laissait penser qu'il pouvait s'agir d'un cambriolage. Leslie Vaughn n'avait que 44 ans. J'ai tout de suite pensé, c'est un meurtre. La veille, il avait confié à un procureur fédéral qu'il craignait d'être agressé. C'est parfois le cas lorsqu'un avocat défend un dealer et qu'il perd un procès. Cela fait partie des risques du métier. Ça m'a traversé l'esprit. Il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi c'était peut-être un client mécontent qui lui en voulait. L'inspecteur de la brigade criminelle, Alfred Damiani, apprend la nouvelle à l'épouse de Leslie, Madeleine. Ce n'était pas la première fois que j'étais amené à faire ce genre de choses. Généralement, après le choc initial et l'incrédulité, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Mais elle n'a posé aucune question.
L'enregistrement de l'appel aux urgences va révéler un autre élément surprenant. Lors des funérailles de Leslie Vaughan, les procureurs et les forces de police viennent lui rendre un dernier hommage. Mais des dealers et des criminels assistent aussi à la cérémonie. J'ai vu des gros durs, des voyous d'après les critères de la société, fondre en larmes devant le cercueil de Leslie Vaughan. La famille Vaughan déclare à la police qu'ils ont été harcelés au téléphone dans les semaines qui ont précédé le meurtre. La famille recevait des appels, mais quand ils décrochaient, la personne à l'autre bout du fil ne disait rien. Malheureusement, les relevés téléphoniques ne permettent pas de déterminer l'origine des appels. La première tâche des enquêteurs consiste à éliminer l'épouse de la victime, Madeleine, de la liste des suspects. Les registres de l'hôpital confirment qu'elle était bien au travail la nuit du meurtre et qu'elle n'a pas quitté l'établissement. Madeleine était très affligée, abasourdie sous le choc. Elle avait le comportement qu'on peut attendre dans de pareils cas. Je leur ai montré des photos de Leslie et Madeleine. Ils avaient l'air très heureux. À les voir comme ça, vous croyez qu'ils se seraient entretués? Enfin, c'était mon avis. Leslie Vaughan, un avocat de 44 ans, a été assassiné au premier étage de sa maison, alors que ses fils âgés de 16 ans et 11 ans se tenaient tous deux au rez-de-chaussée. Il a été exécuté d'une balle dans la tête tirée à bout portant. La porte de sa chambre étant fermée à clé de l'intérieur, les policiers supputent que le meurtrier a brisé la porte-fenêtre au moyen d'une grosse pierre, qu'il a abattu l'avocat, puis qu'il s'est enfui par le balcon. Ayant plaidé un grand nombre d'affaires criminelles, Vaughan a-t-il été victime de la vengeance de l'un de ses anciens clients frustré d'avoir perdu son procès? C'est l'hypothèse la plus probable. D'autant que dans les semaines précédentes, la famille avait été harcelée d'appels téléphoniques anonymes. Mais, dans le but de mettre toutes les chances de leur côté, les enquêteurs n'oublient pas d'effectuer leur travail de routine. Brian, le fils de Leslie, était sur les lieux au moment du meurtre. La police effectue donc des prélèvements sur ses mains, à la recherche d'éventuels résidus de poudre. Il s'agit de particules microscopiques qui se déposent sur les mains après le coup de feu. Si quelqu'un a tiré avec une arme à feu au cours des dernières 24 heures, les prélèvements contiendront des résidus de poudre. Mais après examen au microscope électronique à balayage, il s'avère qu'il n'y a pas de résidus de tir sur les mains de Brian. Les enquêteurs pensent que le tueur a réussi à se hisser jusqu'au balcon du premier étage, qu'il est entré dans la chambre en brisant la porte-fenêtre, puis qu'il a abattu Vaughan d'une balle dans la tête avec un 9 mm. Le balcon est à environ 4,5 mètres du sol. On ne peut pas accéder au balcon depuis le rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'escalier. La seule façon d'y accéder, c'est de passer par la porte-fenêtre. Quelqu'un pouvait très bien avoir escaladé ce balcon, mais pour ça, il fallait quand même une certaine condition physique. Ce n'était pas forcément évident, mais c'était faisable. Les enquêteurs examinent le sol sous le balcon. Il a plu sans discontinuer durant 3 jours. Et pourtant, il n'y a aucune trace de pas. De plus, rien n'indique que quelqu'un aurait utilisé une échelle. Comment cette personne avait-elle réussi à grimper là-haut? Comment avait-elle pu se hisser au premier étage sur le balcon pour entrer dans la maison? Si quelqu'un avait marché sous le balcon ou avait utilisé une échelle, il y aurait eu des traces sur le sol. La pierre retrouvée dans la chambre de la victime pèse près de 4,5 kg. Pour les enquêteurs, il est donc impossible que le tueur ait pu la lancer d'en bas. Pour lancer cette pierre du rez-de-chaussée à travers la porte-fenêtre, il fallait vraiment que la personne soit très forte. Rien n'indiquait que quelqu'un avait pénétré dans le jardin. Il n'y avait aucune trace par terre. Mais ce n'est pas le seul élément qui interpelle les enquêteurs. Il y avait du verre brisé partout sur le sol de la chambre, ainsi que sur le corps de Leslie Vaughan. On avait soi-disant lancé une pierre à travers la porte-fenêtre et il n'a rien entendu. Il ne s'est même pas réveillé. La conclusion qu'on pouvait évidemment en tirer, c'est qu'il était probablement déjà mort.
Les analyses toxicologiques ne révèlent aucune trace d'alcool ou de médicaments dans l'organisme de Leslie Vaughan. Rien n'indique donc qu'il était inconscient au moment du meurtre. En dernier recours, les enquêteurs envoient la pierre au laboratoire médico-légal pour analyse. J'ai parlé avec un expert et je lui ai demandé s'il comptait utiliser un procédé bien particulier pour essayer de révéler les empreintes latentes. Ce procédé a pour nom la fumigation au cyanoacrylate. La superglue chauffée se transforme en vapeur qui adhère à l'empreinte digitale. L'adhérence est plus forte que lorsqu'on utilise de la poudre. Il fallait préserver tout ce qui se trouvait sur cette pierre, empreinte digitale, latente ou directe. On voulait être sûr de ne rien effacer en utilisant le pinceau. Le mystère s'épaissit. En analysant les indices dont ils disposent, les policiers sont maintenant convaincus que le crime a été mis en scène. En effet, comment le tueur est-il parvenu à se hisser sur le balcon de la maison à une hauteur de 4 mètres sans utiliser d'échelle, puisqu'il n'y a aucune marque sur le sol? Plus incompréhensible encore, comment a-t-il pu transporter une pierre d'un poids de 4 kilos? Enfin, les débris de verre dispersés dans la chambre et sur le corps de Leslie Vaughan indiquent qu'il était vraisemblablement déjà mort avant que le tueur ne s'introduise dans sa chambre par effraction. Des experts placent la pierre dans une chambre de fumigation dans l'espoir de recueillir des empreintes digitales latentes. Malheureusement, la surface de la pierre est trop irrégulière. L'analyse ne donne aucun résultat. C'est alors que les enquêteurs découvrent une incohérence dans le récit de Brian Vaughan. Brian a appelé police secours pour signaler le coup de feu à 1h46 du matin. Mais il a emmené son frère chez ses voisins 20 minutes plus tôt, à 1h24. Brian a dit au Floyd qu'il avait déjà appelé la police et qu'il retournait chez lui pour l'attendre. Quand j'ai demandé à monsieur et madame Floyd à quelle heure il était passé, ils m'ont répondu tous les deux 1h24 précisément, d'après l'horloge qu'ils avaient dans leur chambre. Brian est arrivé chez les Floyd à 1h24 du matin et il n'a appelé la police qu'à 1h46. Qu'a donc fait Brian pendant ces 20 minutes? Il n'y avait que 3 personnes dans la maison la nuit où Leslie Vaughan a été tué. Lui et ses 2 fils. La vérification des antécédents de Brian, 16 ans, révèle qu'il a déjà été arrêté. Il avait eu une altercation avec le vigile d'un bowling et il s'est avéré que ce vigile était en fait le shérif adjoint du comté de Bexar. Durant cette altercation, il a fini par frapper le shérif adjoint avant de prendre la fuite. Il faisait donc l'objet de poursuites à l'époque où Leslie a été assassinée. Les enquêteurs apprennent également que la voiture de Brian avait pris feu 3 mois avant le meurtre de son père. La cause de l'incendie était suspecte. Un appel d'urgence a été passé. La voiture était complètement brûlée et il a fallu la mettre à la casse. Mais on n'a jamais su si Brian avait déclenché l'incendie ou même s'il était là quand le feu a pris. On ignore si Leslie Vaughan avait des doutes à ce sujet, mais à l'époque, il a proposé à Brian d'acheter une voiture d'occasion pour remplacer celle perdue dans l'incendie. Apparemment, Brian voulait une voiture neuve. Un revendeur a dit à la police qu'il avait été témoin d'une violente dispute entre le père et le fils l'après-midi précédant le meurtre. Son père ne voulait pas lui acheter de voiture neuve parce qu'il avait de mauvais résultats scolaires. D'après le frère cadet de Brian, Chris, la dispute a continué quand ils sont rentrés, jusqu'en début de soirée, c'est-à-dire juste avant le meurtre. D'après Chris, Brian voulait se venger. Il a menacé de quitter l'équipe de basket du lycée, renonçant ainsi à toute possibilité d'obtenir une bourse universitaire. Chris a dit dans sa déposition qu'il y avait eu des échanges très vifs entre Brian et son père ce soir-là. C'était vers 23h30. Les enquêteurs passent de la poudre dans toute la chambre pour relever les empreintes. Mais les seules empreintes présentes sont celles des membres de la famille. Sur la porte-fenêtre à la vitre cassée, les enquêteurs ne trouvent qu'une seule série d'empreintes, celle de Brian. Qu'on ait trouvé ces empreintes chez lui, dans sa propre maison, ça ne voulait pas dire grand-chose en soi.
Mais si on considérait le récit des événements et le fait qu'à part la vitre cassée, la porte-fenêtre était intacte, c'était une pièce de plus qui s'ajoutait au puzzle. Les enquêteurs trouvent des éclats de verre à l'extérieur de la chambre, dans le couloir qui mène à la salle de bain. De toute évidence, c'est le tueur qui les a laissés derrière lui. Il y avait des traces de contact sur un mur, juste à côté de la porte de la chambre. Des taches de sang transférées et du tissu cutané, et ça, ce n'est pas anodin. On a suivi les éclats de verre jusqu'à la salle de bain. Et une fois dans la salle de bain, on a trouvé encore d'autres éclats de verre, et puis 2 cheveux noirs, du côté du lavabo. Les cheveux trouvés dans la salle de bain sont envoyés au laboratoire médico-légal pour analyse. Ces cheveux avaient un motif de pigmentation très touffu, très dense. Ils étaient courts et semi-circulaires. Ils présentaient toutes les caractéristiques des cheveux de type négroïde. Enfin, les enquêteurs écoutent l'intégralité de la conversation entre Brian et la standardiste de police secours. Brian a déclaré que la porte de la chambre de son père était fermée à clé. Mais il a révélé à la standardiste un petit détail que seul le tueur pouvait connaître. I think my dad's been shot. I'm calling him. No answer. He's on bleeding around his mouth area. Okay, did you go inside the bedroom? I can't. The door's locked. Okay, so how do you know he's bleeding from the mouth area? A shot rang out in the room. Okay. You're telling me you can't get into the bedroom, right? I cannot get in the bedroom. The door's locked. So how do you know he's bleeding from the mouth? I don't know that. Comment Brian Vaughn aurait-il pu savoir qu'on avait tiré sur son père si la porte était fermée à clé et qu'il ne pouvait pas entrer dans la pièce? La preuve la plus déterminante contre Brian Vaughn, c'est lui-même qui nous l'a fournie. Il a été l'instrument de sa propre perte. Les enquêteurs pensent que Brian se serait servi d'un 9 mm provenant de la collection de son père. Après avoir parlé avec ses amis et son directeur de bureau, on pense que la victime avait une arme à feu dans sa table de chevet. La nuit du meurtre, on n'a retrouvé aucune arme à cet endroit-là. On a appris qu'il avait également été en possession d'un revolver 9 mm par le passé. Et il a justement été tué avec un 9 mm. Dans cette affaire, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Les enquêteurs finissent par interroger la seule autre personne présente dans la maison au moment du meurtre, le frère cadet de Brian, Chris. On a demandé à Chris, « Est-ce que Brian a tué ton père ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. » On lui a demandé, « Est-ce que Brian aurait pu tuer ton père ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Il est très athlétique, mais je ne sais pas s'il aurait pu le faire. » Est-ce qu'il aurait pu tuer ton père? Je ne sais pas. Une réponse plutôt inhabituelle comparée à « Non, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas pu, jamais. » Aussi invraisemblable et scandaleux qu'il y paraisse. Un faisceau d'indices accuse Brian Vaughn d'avoir exécuté son père. Les traces de sang prélevées sur le chambranle extérieur de la porte de la chambre, supposée avoir été fermée de l'intérieur, et des débris de verre retrouvés dans la salle de bain, prouvent que le meurtrier se trouvait dans la maison quelques minutes seulement après le crime. Or, avant de téléphoner à la police pour signaler une détonation, Brian avait confié la garde de son frère cadet à ses voisins. Brian était donc seul dans la maison avant, pendant et après le meurtre. Il est mis en état d'arrestation et placé en garde à vue. Mais le jury se contentera-t-il d'indices et non de preuves matérielles pour le condamner? 3 mois avant le meurtre de Leslie Vaughn, le procureur pense que son fils Brian aurait mis le feu à sa voiture pour qu'il lui en achète une autre. Mais son père refuse et propose de lui acheter une voiture d'occasion. Apparemment, ils se sont disputés à ce sujet, mais aussi à cause des résultats scolaires de Brian et du fait que celui-ci risquait de ne pas obtenir une bourse pour entrer à l'université. Selon Chris Vaughn, le père et le fils se sont disputés jusqu'à environ 23h30, la nuit du meurtre. Le procureur pense que Brian a attendu que son père aille se coucher. Puis il réveille son jeune frère et l'emmène chez les voisins.
Il dit à ses voisins qu'il pense avoir entendu un coup de feu provenant de la chambre de son père et qu'il a déjà appelé police secours. Mais c'est un mensonge. Le procureur pense qu'il est retourné chez lui entre-temps pour tuer son père d'une balle dans la tête. Pour faire croire que le meurtre a été commis par un intrus, Brian sort sur le balcon et jette la pierre à travers la porte-fenêtre. Des débris de verre atterrissent sur le corps de son père, ce qui prouve qu'il était déjà mort. Les preuves indiquent que Brian a ensuite fermé la porte de la chambre à clé, laissant au passage des bouts de verre derrière lui en allant dans la salle de bain pour se laver. On ignore à quel endroit il s'est débarrassé de l'arme du crime et de ses vêtements tachés de sang. 22 minutes après avoir emmené son frère chez ses voisins, Brian appelle enfin police secours. Mais l'appel révèle plusieurs incohérences. En janvier 2000, Brian Vaughn est jugé pour le meurtre de son père. Il comparaît devant un tribunal pour adultes. Je pense qu'on ne peut pas être totalement sain d'esprit quand on a accompli une chose aussi atroce. Il faut être un peu dérangé. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est ce que je pense. Ne me dites pas qu'il avait toute sa tête s'il a été capable d'appuyer sur la détente. La défense affirme que le meurtre est l'œuvre d'un intrus. Mais l'absence de boue sur le balcon à l'extérieur de la chambre indique clairement que le tueur était déjà à l'intérieur de la maison. Et on a trouvé une seule série d'empreintes sur la porte-fenêtre cassée, celle de Brian. Brian a également menti sur l'heure à laquelle il a appelé les secours, et il a donné des détails que seul le tueur pouvait connaître. Le jury déclare Brian Vaughn coupable. Nous condamnons l'accusé Brian Vaughn à 33 ans de réclusion. Il pourrait faire une demande de liberté conditionnelle en 2017. Si Leslie Vaughn était encore parmi nous, il aurait demandé au procureur d'être indulgent avec son fils, j'en suis sûr. Tous les pères feraient ça. On ne peut pas imaginer que nos enfants fassent une chose pareille, point. Il avait une arme, il s'est approché de son père qui dormait. Il a mis l'arme contre sa tête et lui a fait sauter la cervelle. Alors oui, je pense que sa place est en prison. Il était très fort en sport. C'était un jeune qui aurait sûrement trouvé le moyen d'avoir d'assez bons résultats à l'école pour avoir son bac. Et il aurait probablement fait une belle carrière universitaire en tant que basketteur. Il aurait pu réussir, au lieu de ça, il va passer sa vie en prison. Qui pourrait imaginer qu'un enfant puisse tuer l'un de ses parents? Pourtant, les preuves retrouvées sur la scène de crime, tout comme l'absence de certains indices, ont permis aux enquêteurs de savoir ce qui s'était passé. C'est vraiment une affaire très inhabituelle, en ce sens que la police scientifique a joué un rôle important. Mais pas de la façon dont on l'entend habituellement. Ici, c'est l'absence de certains indices qui nous a mis la puce à l'oreille. C'est quelque chose qu'il a dû préméditer plusieurs jours à l'avance, ou qu'il a mis au point cette nuit-là. Mais il a fait une erreur, et il n'a pas su brouiller les pistes. Il a lui-même fourni toutes les preuves nécessaires pour le condamner. Et ces preuves étaient si solides qu'il aurait été impossible de ne pas le déclarer coupable. Ils ont enquêté pendant des jours et des semaines. Plusieurs vies ont été détruites. On ne pense pas à tout ça quand on appuie sur la détente. Mais une fois qu'on l'a fait et que la balle est partie, on ne peut plus revenir en arrière. Incroyable. Brian Vaughn a froidement tué son père en lui tirant une balle dans la tête au seul motif que ce dernier refusait de lui offrir une voiture neuve. Cette affaire fait partie de celles qui soulèvent le cœur, car quels que soient les griefs que les adolescents peuvent nourrir à l'égard de leurs parents, le parricide dépasse l'entendement. Seule une lourde pathologie, le rendant irresponsable, aurait pu expliquer le geste de Brian. Mais il était sain d'esprit, et ses parents lui prodiguaient soin et amour, à l'annonce du verdict le condamnant à une peine de 33 ans de réclusion. Le garçon n'a manifesté
aucune émotion. Il s'est contenté de clamer son innocence devant un tribunal pétrifié. Sachez encore qu'en France, jusqu'au début du 19e, le parricide juvénile, bien que rare, était un crime considéré comme l'un des pires, car portant symboliquement atteinte à la famille, cellule de base de la société. Leurs auteurs, rejetés aux marges de l'humanité, faisant tour à tour figure d'animal, de monstre ou de dégénéré, subissaient le pire des châtiments. On leur tranchait la main droite à vif avant de les exécuter. Mais passons à notre seconde enquête. Notre seconde affaire est tout aussi extraordinaire, mais pour des raisons totalement différentes. Elle relate la lutte têtue et courageuse d'une femme seule, une femme en butte au pouvoir policier et judiciaire, une femme qui n'a eu d'autre choix que de regarder des séries policières à la télévision pour s'inspirer des méthodes des experts scientifiques et mener sa propre enquête. Mais sortira-t-elle victorieuse de ce combat inégal? Le fragile pot de terre pourra-t-il résister à la puissance du pot de fer? En ce 7 juin 1998, à Barberton, dans l'Ohio, la chaleur est insupportable. Pour rafraîchir l'atmosphère, Judy Johnson, 58 ans, laisse sa porte d'entrée entrebâillée. Peu après minuit, sa petite fille Brooke entend du bruit dans la cuisine. Elle se lève, va voir et découvre un homme en train de frapper sa grand-mère. J'ai eu peur, alors j'ai couru jusqu'à la chambre de ma grand-mère et je me suis cachée sous la couverture. Mais l'agresseur la suit dans la chambre, l'assomme et la viole avant de la laisser pour morte. Brooke se réveille quelques heures plus tard, mais trouve sa grand-mère morte dans la cuisine. Brooke se précipite chez les voisins pour demander de l'aide. Et là, chose surprenante, la voisine l'a fait attendre dehors. Il me manquait une partie de l'oreille gauche et j'avais la joue gauche tout enflée. Mais elle m'a dit que ses enfants n'avaient pas fini de manger, qu'ils devaient d'abord terminer le repas et s'habiller. Elle m'a laissée seule sur le perron pendant plus de 3/4 d'heure. La voisine finit par ramener Brooke chez elle. Plus tard dans la journée, alors que la police vient l'interroger à l'hôpital, elle parvient à donner un signalement assez précis de son agresseur. Il ressemblait un peu à mon oncle. Il avait les cheveux bruns et il faisait à peu près la même taille. J'avais du mal à réfléchir et c'est le seul nom qui m'est venu à l'esprit pour les comparer. Son oncle, Clarence Elkins, est le gendre de la victime. Il vit à environ 1 heure de la maison et n'a ni casier judiciaire, ni même d'antécédents mineurs. Sa femme, Melinda, ne croit pas une seule seconde en sa culpabilité. Je me souviens très bien de la façon dont j'ai réagi quand on m'a annoncé que ma mère avait été assassinée. Je me suis recroquevillée sur moi-même, presque en position fétale. Clarence a beau nier toute implication, la police le place sans hésiter en garde à vue. Je leur ai dit, bien sûr que je suis sa femme. Je sais très bien que certaines font tout pour protéger leur mari, jusqu'à mentir pour eux. Mais vous semblez oublier une chose, c'est ma mère dont on parle, et je veux que celui qui lui a fait ça paie le prix fort. Je vous le répète encore une fois, Clarence n'y est pour rien. La police découvre néanmoins que Clarence avait un mobile pour le meurtre de Judy Johnson. La théorie de la police, c'était que Clarence détestait sa belle-mère, parce qu'elle se mêlait un peu trop de son mariage avec Melinda. Une femme qui affirmait être la meilleure amie de Judy a déclaré être présente lorsque Clarence Elkins a appelé Judy 1 semaine avant sa mort et l'a menacé de la tuer. Ce genre de témoignage n'est pas anodin. La police ne trouve aucune preuve reliant Clarence Elkins au meurtre, mais le témoignage de Brooke indique clairement qu'il était sur les lieux au moment fatidique. Il m'avait demandé de désigner la personne qui nous avait fait du mal, à ma grand-mère et à moi. Et je me souviens que j'étais assise sur un fauteuil qui tournait. Je devais faire un tour et ensuite montrer mon oncle du doigt. C'était tout ce qu'il voulait.
qu'elle désigne Clarence en disant « c'est lui ». Le 4 juin 1999, Clarence Elkins est jugé coupable de meurtre avec préméditation ainsi que de viol. Il est condamné à 55 ans de prison. Je me suis effondrée, j'ai hurlé. Je me suis tournée vers ma sœur et je lui ai dit « Tu sais bien qu'il n'a pas pu faire ça ». J'étais totalement désemparée, c'était comme si le monde venait de s'écrouler. Une fillette désigne son oncle comme le meurtrier. Affaire classée. Mais peu de temps après, Brooke revient sur ses déclarations. Elle n'est plus aussi sûre de ce qu'elle a vu. La petite Brooke Sutton, 6 ans, a assisté impuissante et terrorisée au meurtre de sa grand-mère, avant d'être elle-même battue et agressée sexuellement. En dépit de l'obscurité qui régnait dans la maison et de son traumatisme, Brooke a cru reconnaître son oncle, Clarence Elkins, dans les traits de l'assassin. Mais son témoignage est-il digne de foi? Policiers et magistrats n'ignorent pas que statistiquement, 70% des témoignages oculaires sont erronés. Des tests le prouvent. Par exemple, confrontés à une scène de crime reconstituée, 7 témoins sur 10 sont en effet incapables d'établir une description fiable du meurtrier ou de la marque et la couleur de la voiture dans laquelle il a pris la fuite, par exemple. D'ailleurs, 1 an après le drame, la fillette commence à douter que son oncle soit réellement l'auteur de l'agression. Avec pour seule preuve le témoignage d'une enfant de 6 ans, le jury a déclaré Clarence Elkins coupable du meurtre de sa belle-mère ainsi que du viol et de la tentative de meurtre de sa nièce. Ce matin-là, les enquêteurs ont fouillé la voiture de Clarence à la recherche de sang ou de cheveux. Ils n'ont rien trouvé, la voiture était nickel. Ils ont aussi fouillé sa maison. Ils sont même allés jusqu'à vérifier les tuyaux d'évacuation de la douche pour y trouver du sang ou d'autres indices. Il n'y avait absolument rien. Sa femme, Melinda, est certaine que sa nièce a fait une erreur en identifiant Clarence comme son agresseur. Et il est vrai qu'à l'époque des faits, Brooke n'est encore qu'une enfant. De plus, il faisait noir dans la maison. J'étais vraiment sous le choc de voir qu'on pouvait condamner une personne à 50 ans de prison en ne se basant que sur un seul témoignage. Qui plus est, celui d'une enfant de 6 ans, sans avoir avancé la moindre preuve matérielle. Comment est-ce possible ? 4 ans plus tard, Brooke Sutton, maintenant certaine de ce qu'elle affirme, revient sur ses déclarations. Elle a 10 ans. Est-ce que tu penses encore que ton oncle Clarence est l'homme que tu as vu dans la cuisine avec ta grand-mère? Non. J'ai toujours eu des doutes. Je savais que c'était mal parce que je l'avais envoyé en prison sans être absolument sûre que c'était lui. Melinda demande un recours au tribunal, mais elle est déboutée. Elle décide donc de prendre les choses en main et de conduire elle-même l'enquête. Elle se fait une liste de tous les délinquants sexuels habitant près de chez sa mère. Juste après le meurtre de ma mère, j'ai commencé à faire une liste de suspects avec comme critère un mobile pour la tuer, un accès facile à son domicile. Il fallait absolument que je comprenne ce qui s'était réellement passé. Elle fait également appel à Martin Yant, un détective privé spécialisé dans les erreurs judiciaires. Ensemble, ils se replongent dans l'affaire et découvrent des choses très intéressantes. Tout d'abord, la femme qui affirme avoir entendu Clarence Elkins menacer Judy Johnson au téléphone affirme également que cette dernière a appelé la police immédiatement après. Or, il n'existe aucune trace d'un appel provenant de Judy Johnson passé à la police. Ce genre d'appel est toujours enregistré. Elle n'avait jamais passé cet appel, on en était sûr. Ils apprennent également que le médecin légiste a fait des prélèvements vaginaux durant l'autopsie de Judy Johnson. Et dans ces échantillons, les tests ont révélé la présence de phosphatase acide, une enzyme sécrétée par la prostate. Mais aucun test ADN n'a été fait à partir de ces prélèvements. La technologie dans le domaine médico-légal n'arrête pas d'évoluer. 6 ans après le meurtre, la Cour autorise Melinda Elkins à faire analyser les échantillons prélevés durant l'autopsie de sa mère. Le laboratoire parvient à sortir un profil ADN provenant de l'échantillon.
Et comme Melinda le clame depuis le début, le profil n'est pas celui de Clarence Elkins. À ce stade de l'enquête, on savait maintenant que Clarence était innocent. On ne connaissait pas le nom du tueur, mais on avait son profil ADN. Pour la deuxième fois, Melinda demande au tribunal que l'affaire soit rejugée. Le procureur lui rétorque que les résultats des examens ne sont pas fiables, car les échantillons ont pu être contaminés. Le juge se range à cet avis, refusant l'appel de Clarence. Je suis devenue toute pâle. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient refuser. Ils voulaient que je leur livre le tueur sur un plateau d'argent. Très bien. Melinda décide de passer à l'étape suivante et fait sa propre enquête médico-légale. Pour savoir comment procéder, elle ne rate plus une émission d'enquête policière. Je crois que ce qui m'a plu dans cette émission, c'est que la première fois que je suis tombée dessus, j'ai entendu cette grosse voix off dire « Le meurtre a eu lieu dans telle ville et nous avons décidé d'enquêter pour trouver le tueur. » Et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. J'ai appris à collecter de l'ADN et à le préserver. J'ai regardé énormément d'épisodes pour être sûre d'avoir toutes les informations dont j'aurais besoin. Elle reprend ensuite la liste des criminels vivant à proximité du domicile de sa mère et parvient par des moyens détournés à récolter leur ADN les uns après les autres. Elle a commencé à apprendre comment mener une enquête. Elle regardait des émissions médico-légales, elle prenait des notes et mettait ce qu'elle avait appris en pratique. Elle suivait des suspects, prélevait de l'ADN, bref, exactement le travail d'un privé. Et pour ça, Melinda suit ses suspects à l'intérieur des bars et des restaurants et récupère des échantillons d'ADN sur tout ce qu'ils laissent derrière eux. J'essayais de leur faire un peu de charme. J'emportais tout. Leurs mégots de cigarettes, leurs bouteilles de bière ou encore leurs verres. Melinda envoie ses échantillons à un laboratoire privé qu'elle paie grâce aux dons récoltés via le site internet pour la libération de son mari. Malheureusement, aucun des échantillons ne correspond à celui retrouvé sur le corps de sa mère. Pendant ce temps, Clarence Elkins croupit toujours en prison. Tout au fond d'elle, elle savait que son mari était innocent, qu'il n'avait pas commis le crime dont on l'accusait, et elle devait absolument obtenir justice, pas seulement pour Clarence, mais aussi pour sa mère. Clarence Elkins est emprisonné pour un crime pour lequel il clame son innocence depuis le début, tandis que sa femme Melinda travaille d'arrache-pied pour le faire libérer. Elle a dû faire face à beaucoup de scepticisme, voire à des insultes tout au long de son enquête. Beaucoup pensaient qu'elle voulait juste médiatiser l'affaire. La partie civile essayait de me faire passer pour une jeune femme naïve venue de sa campagne et qui voulait attirer l'attention des médias, passer à la télé pour avoir ses 15 minutes de gloire. Comment expliquer l'acharnement de la justice à vouloir maintenir en prison Clarence Elkins alors que sa nièce est revenue sur son témoignage et que l'ADN prélevé sur le corps de la victime ne correspond pas au sien? Aux États-Unis comme ailleurs, policiers et magistrats répugnent à reconnaître leurs erreurs, quitte à les faire payer au prix fort à un innocent. Sans la détermination inébranlable de son épouse, l'affaire serait définitivement enterrée et plus personne ne se soucierait du sort d'Elkins, croupissant dans une cellule depuis des années. Pourtant, Melinda ne lâche rien. La chance ou le destin vont-ils enfin récompenser sa ténacité? C'est alors qu'un jour, Melinda ouvre son journal et tombe sur un article concernant Earl Mann, un homme arrêté pour avoir violé ses 3 filles. La première chose que j'avais envie de voir, c'était sa photo. Je suis allée sur le site des criminels de l'État d'Ohio et j'ai trouvé sa photo. C'était incroyable de voir à quel point il ressemblait à Clarence. Mais ce n'est pas tout.
Melinda comprend immédiatement pourquoi sa nièce a dû patienter devant la maison de la voisine pendant près d'1 heure après le meurtre de sa grand-mère. La maison n'est autre que celle d'Earl Mann et de sa femme. J'ai eu comme un déclic. Et j'ai tout de suite pensé, est-ce que je rêve ou non? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un de normal laisserait une petite fille couverte de sang, sous le choc et dont la grand-mère vient de mourir, attendre sur le perron? Qu'est-ce que moi je ferais? Je ne la laisserais pas sur le pas de la porte en tout cas. Quand on a sorti son casier, il y en avait des pages et des pages, essentiellement pour des délits de violence aggravée. Melinda sait désormais qui a commis ce crime sauvage. Mais elle a besoin de preuves pour corroborer ses accusations. Elle va donc mettre en pratique tout ce qu'elle a appris des émissions pour lui prélever de la salive. Je me suis mise à écrire des lettres à Earl Mann. Je me suis décrite comme le type de femme qui pourrait lui plaire, même si ce n'était pas absolument ressemblant. Je lui écrivais que je me sentais seule et que je cherchais quelqu'un avec qui correspondre. Ça me faisait mal au cœur, mais je l'ai fait. Son but était de récupérer de la salive sur l'enveloppe, au cas où il lui aurait répondu. Elle a mis au point un stratagème de haute volée pour parvenir à ses fins. Je voulais qu'il s'imagine qu'il y avait sûrement de l'argent à se faire avec moi. Malheureusement, il ne m'a jamais répondu. Melinda découvre alors qu'Earl Mann est non seulement dans la même prison que Clarence, mais que de plus, ils sont quasiment voisins de cellule. J'ai appris qu'Earl Mann et Clarence se trouvaient dans le même bloc. Et en tout, il devait y avoir 30 à 35 prisonniers dans le bloc. Elle décide alors d'inclure Clarence dans son stratagème et va se servir d'une autre technique apprise par le biais de la télévision. Comment récupérer l'ADN de quelqu'un sans qu'il le sache. Les policiers fouillent les poubelles et récupèrent les mégots de cigarettes, les gobelets en carton dans les poubelles, une fois que le suspect les a jetés. Je savais aussi que quand quelqu'un jette un objet ou le laisse quelque part de son plein gré, l'objet passe dans le domaine public. Melinda demande à Clarence de suivre Earl en ayant toujours un mouchoir propre et un sac plastique sur lui. Je n'avais pas vraiment parlé à Clarence de tous les prélèvements ADN que je faisais, mais je savais qu'un simple mégot de cigarette suffirait à faire condamner Earl. Clarence s'exécute et sa persévérance va finir par payer. Alors qu'ils sont en salle de repos, il voit Earl écraser sa cigarette dans un cendrier propre. Il l'a ramassé avec le mouchoir, qu'il a ensuite mis dans le sachet plastique, avant de fermer le tout hermétiquement. Ensuite, il a caché le sachet au milieu de sa Bible, en attendant de pouvoir le faire passer à l'extérieur. C'était la première fois que quelqu'un parvenait à prélever de l'ADN entre les 4 murs d'une prison, pour le faire analyser à l'extérieur. Un cinéaste oserait-il inventer pareil scénario sans avoir peur du ridicule? Car résumons brièvement les faits les plus extraordinaires. Brooke Sutton, une fillette de 6 ans, victime d'un viol et ayant assisté au meurtre de sa grand-mère, va chercher de l'aide chez les voisins. Or, contre toute attente, elle s'adresse précisément à l'épouse de son prédateur. Clarence Elkins, vraisemblablement condamné à tort, recueille clandestinement des preuves médico-légales auprès d'un autre détenu à l'intérieur de la prison, afin que sa femme puisse le faire libérer. Pour autant, ce stratagème, audacieux, va-t-il porter ses fruits? Melinda paie de sa poche les tests effectués sur le mégot de cigarette. Et comme elle s'y attendait, l'ADN d'Earl Mann correspond bien à celui prélevé sur le corps de sa mère. Au moment où je l'ai appris, j'ai vraiment jubilé. Quel soulagement! Mais tout est retombé à la seconde où je me suis rendu compte que c'était lui l'assassin de ma mère. J'avais la preuve devant moi. C'était assez dur. Mais contre toute attente, la Cour rejette une nouvelle fois la demande d'appel. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire pour faire libérer son mari.
Après 6 longues années de lutte acharnée pour faire sortir Clarence de prison, Melinda et ses avocats décident de passer outre les procureurs locaux et de négocier directement avec le procureur général de l'État d'Ohio. Le devoir d'un procureur est de faire triompher la justice. Or, plus j'étudiais cette affaire, plus il devenait évident que l'injustice régnait. Le procureur général Petro sait très bien que l'État a de nombreux moyens à sa disposition pour confirmer ou infirmer une possible contamination des échantillons d'ADN, et il n'hésite pas à s'en servir. Nous avions l'ADN d'Earlman dans le fichier. C'est obligatoire pour chaque criminel incarcéré dans une prison d'État d'être répertorié. On a donc facilement pu confirmer que son ADN correspondait bien à celui prélevé sur la scène de crime. En décembre 2005, plus de 6 ans après avoir été emprisonné à tort, Clarence Elkins sort enfin de prison. Je suis vraiment très heureux. On a tous pleuré de joie en entendant la nouvelle. Malheureusement, et bien que Melinda se soit battue de toutes ses forces pour faire libérer Clarence, leur mariage ne survivra pas à une telle épreuve. Ils divorcent peu après sa sortie de prison. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et je crois que notre séparation représente pour lui une chance de repartir à zéro. Notre mariage a subi trop de pression et, après autant de malheurs, il ne pouvait pas en ressortir indemne. Ce n'est la faute de personne. Si ce n'est celle de l'État. Clarence ne m'en a jamais voulu. Il ne m'a jamais rien reproché. Alors que si ça avait été moi, je ne lui aurais jamais pardonné. J'aurais eu la haine toute ma vie si on m'avait envoyé en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Les enquêteurs pensent que la véritable cible était Brooke Sutton. Mais sa grand-mère se réveille et tente de repousser l'agresseur pour sauver la vie de sa petite fille. Un acte héroïque qu'elle va payer de sa vie. Brooke distingue furtivement le meurtrier avant de prendre la fuite. Mais l'homme la rattrape et la viole en la laissant pour morte. Le lendemain matin, lorsque Brooke se réveille, elle court chez des voisins pour demander de l'aide. L'ironie du sort veut qu'elle aille frapper chez l'homme qui a essayé de la tuer quelques heures plus tôt. Les preuves ADN contre Earlman sont sans appel. Elles sont irréfutables. Je n'ai jamais vu d'éléments aussi fiables et accablants que dans le cas de Earlman. Plus de 10 ans après les faits, Earlman plaide coupable pour le meurtre et le viol de Judy Johnson. Il est condamné à 55 ans de prison qui viennent s'ajouter à la peine qu'il est en train de purger. Melinda travaille aujourd'hui pour Innocence Project, dans l'Ohio. Elle continue de défendre les victimes d'erreurs judiciaires. Non seulement on a survécu à cette épreuve, mais aujourd'hui, mes fils font l'école de police. Ils veulent vraiment que ça change et ils feront tout pour que ce genre de choses ne se produise plus jamais. Si Melinda n'avait pas cru en lui, si elle n'avait pas mis autant de détermination à le faire sortir de prison, à reprendre l'enquête de zéro, Clarence serait toujours en prison à l'heure qu'il est. Ces émissions de télé sont d'une grande utilité. Elles vous apprennent plein de choses sur la médecine légale par le biais de toutes sortes d'experts. Et ça mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce que ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Soyons clairs, sans tout le travail de Melinda, Clarence Elkins serait toujours en prison. Dans cette affaire, la justice a fini péniblement par triompher, et nous nous en réjouissons. Mais pour autant, un innocent a été condamné à tort, son honneur a été bafoué, il a séjourné 7 ans en prison dans les conditions que l'on imagine. Et cela en dépit de la rétractation de Brooke Sutton 3 ans après l'incarcération de son oncle. En dépit de poils pubiens et de cheveux retrouvés sur la scène de crime et qui ne correspondaient pas à ceux d'Elkins. En dépit du témoignage de Sue Dalton
qui avait certifié qu'au moment du meurtre, Elkins se trouvait à l'autre bout de la ville. Cette preuve testimoniale n'a pas été consignée par les enquêteurs et Sue Dalton a été menacée de représailles si elle persistait à maintenir ses déclarations. Cet ensemble de dénigrements ayant entaché la probité des policiers et déshonoré le procureur, l'État de l'Ohio a accordé la somme de $1,075 000 à Clarence Elkins à titre de dédommagement. Mais l'argent peut-il laver les affronts, compenser 7 ans de privation de liberté et réparer la destruction d'un couple? Je vous laisse le choix de la réponse. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi, bien sûr, et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.